Ça y est, je crois qu'on est en On est live, direct. c'est bon? On est live. Salut Laurent, bienvenue et merci pour ta présentation. Merci d'avance pour ta présentation d'aujourd'hui. Avant de se lancer, petit test technique. Si en face vous nous entendez, n'hésitez pas à mettre un petit ping dans la messagerie LinkedIn pour s'assurer que tout fonctionne bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que la connexion fibre de chez Laurent est opérationnelle. Ouais, petite info d'ailleurs, Laurent, il y a un décalage qui peut aller de 15 à 30 secondes entre ce qu'on dit et ce que Ok, le public reçoit. pas de souci, pas de Bon, souci. donc on va déjà se lancer. Donc aujourd'hui, on accueille donc Laurent qui va nous parler de Q pour tout ce qui est queuing sur Kubernetes. Laurent qui nous vient de chez Google, Architect Solutions de chez Google, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc j'ai un petit slide pour me présenter, mais je peux me présenter rapidement. Donc je m'appelle Laurent Grangeau, je suis actuellement Solutions Architect chez Google depuis un peu plus de 3 ans maintenant, quasiment 4 ans, ça passe trop vite. Je fais aussi pas mal de choses. Je suis l'organisateur du Meetup Serverless Kubernetes et Docker de Paris. Je donne pas mal de conférences. Je fais des cours sur Open Classroom. Je donne des cours aussi à des étudiants dans des classes d'ingénieurs. Voilà, pour me présenter rapidement. Multicasquette, super, impec. Ex- Écoute, de toute façon, je vais te laisser la parole. Tu vas voir, tu m'as dit que ta présentation durait à peu près 3 quarts d'heure. On fera une séance de questions-réponses en fin de talk. Si je vois des questions passer dans le chat qui méritent de te couper la parole, j'hésiterai pas à revenir sur scène. Mais voilà, Hésite pas, en oui, général, ouais, hésite pas. Ouais. on prendra un moment à la fin pour adresser l'ensemble des questions que vous pouvez noter hein, au fil de l'eau. N'hésitez pas. Laurent, c'est à toi. Bon courage et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je vais zapper ma présentation parce que je l'ai déjà faite avec Thomas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Q. Alors pourquoi vous parlez de Q? Pourquoi vous parlez de fil d'attente dans des clusters cubes? En gros, le principe, c'est que en ce moment, je travaille sur une solution qui est tout ce qui tourne autour de l'IA sur Kubernetes. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais généralement, les environnements à base d'IA et en tout cas à base de GPU sont souvent contraints parce que manque de ressources, les GPU coûtent très cher, on n'a pas forcément les allocations qu'il faut. Donc, il faut quelque chose pour pouvoir gérer un petit peu tout ça au lieu de le faire à la main. On peut très bien le faire à la main en disant, ben voilà, telle équipe s'occupe du cluster pendant une semaine, vous faites ce que vous voulez, vous déployez vos workloads, et ensuite il y a la deuxième équipe, puis la troisième équipe, etc. Ça serait mieux que un process s'occupe de ça tout seul. Donc en gros, c'est là où est apparu Q. Donc Q, c'est un projet open source qui est en version 0.12 en ce moment et qui permet de justement de manager un petit peu tout ce qui est job. Et vous allez voir que c'est quelque chose on ne va pas redéfinir un nouveau type de job, on n'a pas un Q job ou quoi que ce soit, mais ça va venir se plugger sur les jobs existants et tirer parti des annotations pour pouvoir justement démarrer et arrêter les jobs quand nécessaire. Alors, une rapide présentation d'architecture haut level. Donc on a deux types de personas. On a le premier persona qui est le batch admin, donc c'est l'administrateur du cluster. C'est celui qui va installer Q, qui va configurer Q, qui va configurer tout ce qui est fil. On va voir ça plus tard. Et en deuxième persona, on a les utilisateurs qui, eux, vont envoyer des workloads dans la file d'attente. Et Q va justement essayer de scheduler un petit peu tout ça automatiquement. En gros, la première chose à faire, c'est de se créer ce qu'on appelle des flavors, on va voir ça juste après, et des queues, pour que on puisse envoyer des jobs dans ces fameuses files d'attente. Et une fois qu'on aura envoyé ces jobs dans ces files d'attente, on va se baser uniquement sur les API de Cube pour pouvoir envoyer les jobs là où il est nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi jouer avec l'autoscaler, donc le cluster autoscaler, pour pouvoir démarrer ou arrêter des nœuds par rapport à la demande. Et si vous voyez le petit carré juste à droite, là, tout en rouge,
on va pouvoir aussi se baser sur des événements extérieurs pour accepter ou non les jobs. On va voir ça juste après. Donc, l'une des premières choses à faire, c'est de en fait, designer son cluster à l'intérieur de Kubernetes. Et pour ça, on a ce qu'on appelle des ressources flavor. Et pourquoi on fait ça? Parce que généralement, on a des ressources qui ne sont pas uniformes dans le cluster. Je pense notamment à typiquement des machines qui sont on-demand ou des machines spot instance qui sont basées sur les disponibilités et sur le pricing. Et on va devoir modéliser ça dans le cluster cube pour qu'on puisse envoyer les jobs soit sur des on-demand qui tournent H24, soit sur du spot pour des jobs qui, par exemple, n'ont pas nécessairement besoin de tourner H24 ou qui peuvent tourner la nuit ou qui n'ont pas besoin de disponibilité haute. Les architectures aussi peuvent être différentes. Les trois quarts du temps, on est sur de l'X86, donc des 64 bits, mais de plus en plus, on voit des CPU ARM apparaître qui sont plus cost-effectives en termes d'inférence ou en termes d'entraînement, si on parle d'IA, que des CPU x86. Et enfin, c'est à peu près là où on va montrer un petit peu tout ça. On a des GPU qui sont pas uniformes du tout non plus. On peut potentiellement avoir des Radeon 7000 pour tout ce qui est AMD, mais aussi des NVIDIA A100, des NVIDIA T4, des L4, des H100, des B100, des B200, ce que vous voulez. Et tout ça, on va devoir le représenter à l'intérieur du cluster pour que Q puisse envoyer le job sur la bonne ressource. Donc en gros, la première chose à faire en tant qu'administrateur du cluster, c'est de définir un petit peu toutes ces flavors-là. Une fois qu'on a défini toutes ces flavors, on aura un cluster queue qui est un cluster qui est au niveau qui est une file d'attente au niveau du cluster. Et en gros, c'est elle qui va reprendre tous les jobs qui arrivent de toutes les équipes différentes et qui va envoyer sur les bonnes ressources. Et le principe, c'est quoi? C'est de manager les quotas. Typiquement, si on a un cluster où on a un quota de 10 GPU, Q va être capable de savoir qu'il n'y a que 10 GPU et va pouvoir démarrer les jobs au fur et à mesure que les GPU sont non sollicités. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes d'utilisation du GPU. Dans Q, on part du principe que soit un GPU est utilisé, soit il n'est pas utilisé. Donc, quand il est utilisé, on va dire que 100% du temps est dédié au job, et donc du coup, on ne peut pas utiliser ce GPU-là. Et Q va être capable de faire ce qu'on appelle du fair sharing, donc de faire au mieux donc du dispatch de job dans le cluster sans qu'il y ait rien à gérer. Et tout ça se fait automatiquement. Une fois qu'on a défini le cluster Q au niveau du cluster, on va définir ce qu'on appelle des cohortes. Des cohortes, c'est des regroupements de cluster Q. Pourquoi on fait ça? Puisque typiquement, si imaginez vous avez dans votre entreprise une BU qui est Research and Development, R&D, et dedans il y a plein de groupes de data scientists. Vous avez aussi d'autres BU avec, je sais pas moi, de la production ou des développeurs, quoi que ce soit. Regrouper ces cluster queue en cohortes, on va pouvoir emprunter des ressources non utilisées d'une cluster queue par une autre cluster queue. Typiquement, si dans la cohorte, on a une cluster queue qui définit 10 GPU, une autre cluster queue qui définit 5 GPU par exemple, et que la première cluster queue est full, mais que la deuxième cluster queue, il reste 2-3 GPU qui traînent, s'ils sont au sein de la même cohorte, on va pouvoir emprunter des GPU de l'autre cluster queue pour pouvoir faire de l'entraînement, pour pouvoir faire tourner des jobs, des batchs, ce que vous voulez. Bref, donc on a les cluster queue, des cohortes. Et enfin, une fois qu'on a défini ces cohortes et ces cluster queue, on va définir donc ce qu'on appelle les local queue. Les local queues, c'est des queues qui sont restreintes par rapport à un namespace. Et dans ce namespace-là, on va l'attribuer soit à un utilisateur, lorsqu'il y a un petit peu overkill, soit à un groupe d'utilisateurs, une équipe. Et le but du jeu, c'est que l'équipe ne puisse uniquement envoyer des jobs que dans cette local queue. Et la local queue, elle va pointer sur la cluster queue. Et en fait, la cluster queue va faire le dispatch des jobs automatiquement. Donc c'est un petit peu flou tout ça. Moi j'aime beaucoup les images parce que ça explique un petit peu mieux tous ces concepts-là.
Donc sur l'image là, vous voyez en gros donc les carrés en bas, c'est tout ce qui est nœuds qui sont labellisés. Donc on a 2 labels standards, un label spot et un label GPU. Par-dessus, on va avoir des ressources flavor. Donc les ressources flavor vont regrouper tout ce qui est nœud standard, regrouper tout ce qui est nœud spot et regrouper tout ce qui est nœud GPU. Et dans la cluster queue va pouvoir pointer soit sur les ressources flavor standard ou spot, soit sur les GPU ou standard. Ok. Et donc vous voyez que les cluster queues peuvent être au sein du même cohort. Alors, moi j'aime bien les images, mais j'aime aussi les démos. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. La démo est open source, elle est sur GitHub, donc si vous voulez aller sur GitHub et jouer avec, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Juste pour vous montrer, pour gagner du temps, pardon, hop là, j'ai déjà créé un cluster GKE. Alors j'aimerais bien ne pas redémarrer mon éditeur de shell. Donc un cluster GKE Q, ici, qui contient des nœuds qui sont de type default pool, ok, c'est des nœuds standards. Et j'ai créé un autre pool qui s'appelle des NVIDIA T4. Donc on va voir dans la suite de la démo à quoi ça va nous servir, mais c'est pour gagner du temps. Et vous voyez qu'à la base, ce pool de machines T4 n'a aucun nœud. Donc pour l'instant, aujourd'hui, je ne paye rien. En tout cas, je ne paye pas les GPU. Et je peux aller jusqu'au total de 10 nœuds. Alors évidemment, j'ai mon terminal qui fait un petit peu la tête. Voilà. Donc j'ai mon terminal qui va s'afficher, sinon je switch. Mais vous voyez que le cluster est créé. Je vais récupérer les credentials. Hop. Et si je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le cluster, vous voyez que c'est un cluster qui est absolument vide. Donc j'ai tous les pods de base. Et j'ai installé Q de base ici dans Q System. Donc on a un Q Controller Manager ici qui tourne. Donc tout ça, je l'ai fait, j'ai déjà appliqué Q. Et si on regarde un petit peu ce qui tourne dans le Q System, je vous l'ai montré, le Control Manager. Et donc en gros, en installant Q, j'ai défini des CRD, donc j'ai défini des clusters Q, comme je vous ai parlé. Pour l'instant, il n'y a rien. Des local Q, ici, et des ressources flavor. Hop. Oui, il n'y a absolument rien. Peut-être un petit peu zoomer, ce serait peut-être un peu mieux. Et virer ça, voilà. Ok, donc du coup, le cluster est vide, et je vous propose de créer 2 namespaces qui sont de type team A et team B. Alors si je ne vais pas dans le bon répertoire, ça ne devrait pas fonctionner. GitHub, Laurent, QDIMO, et ça devrait mieux passer. Ok. Donc on a nos deux namespaces ici qui sont créés team A et team B. Je vais vous montrer la définition, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. On a un namespace de type team A, un namespace de type team B. Voilà, j'ai rien créé. Et en tout cas, je suis déjà préparé. Donc là, je suis sous le persona du platform admin. Et donc, je fais toute l'installation avant que les utilisateurs puissent commencer à jouer avec. Donc la première chose à faire, c'est de créer un flavor. Donc je vais créer un default flavor ici. Donc le default flavor a été créé. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est de type ressource flavor ici. Et je l'ai nommé default flavor, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et si je vous remontre donc le flavor, ici, j'ai bien default flavor. Je vous ai dit aussi, dans les flavors, on est capable de créer des on-demand, des spots, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer tout de suite. Je vais créer des on-demand, des reserved. Alors à quoi ça correspond? Donc les flavors on-demand. En gros, dans la définition des flavors, ici j'ai nommé GPU L4 on-demand. D'accord? Je dis ici que les accélérateurs sont de type NVIDIA L4. Par contre, que ce sont des ressources standards et c'est de type on-demand. D'accord? Et ici, on lui dit aussi que donc on a bien des GPU NVIDIA qui sont à true et des on-demand à true.
On peut faire la même chose avec des reservations. Donc on a la même chose avec NVIDIA L4 et standard, mais là on a le type reservation et on lui dit que c'est des réserves égale true. Et enfin, on a des spot instances où là on a défini que c'est le type spot et on a des spots égale à true. Ok. Donc en gros, si je regarde maintenant mes flavors, j'ai plusieurs flavors ici. Donc j'ai GPU L4 spot, réserve dans debug et le default flavor. Une fois que j'ai défini un petit peu la topologie de mon cluster, je vais appliquer mon premier cluster queue. Là, le but, c'est d'appliquer un cluster queue de type batch. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a bien un cluster queue, donc c'est bien hérité de queue, de l'API queue. Je l'ai nommé cluster queue ici, et je l'ai mis dans la cohorte product A. Okay, donc ça veut dire que toutes les cluster queue qui vont être dans la cohorte product A vont pouvoir s'emprunter des ressources à droite à gauche. Ici, la cleaning stratégie, c'est du best effort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Q va faire le maximum qu'il peut pour pouvoir récupérer les ressources, mais que s'il n'y a pas de ressources disponibles, il va pouvoir rien faire. Et là, on va lui dire que on va couvrir les ressources de type CPU, mémoire, GPU et stockage éphémère. Alors, je parle beaucoup de GPU parce que c'est vraiment dans mon use case d'entraînement d'IA, mais on est capable de gérer tout ce qui est, enfin toutes les autres ressources, CPU, mémoire, disque, stockage éphémère, etc. Et je vais lui définir des quotas. Donc on a des quotas de 10 CPU, de 10 GB de mémoire, de 10 GPU, ok, donc c'est les quotas maximum. Et en termes de stockage éphémère, on est à 10 Go. Une fois que j'ai créé mon cluster queue, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai bien mon cluster queue ici, qui est dans la cohorte product A, et pour l'instant, j'ai aucun workload, aucun batch qui est accepté, ou qui est en attente, parce que pour l'instant, j'ai rien mis. Donc je le rappelle, ressource flavor, cluster queue. Maintenant, on va appliquer les local queue, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a la local queue qui est restreinte dans le namespace team A. Il faut bien imaginer que les utilisateurs de la team A n'ont accès que au namespace team A. Ça veut dire que dans le cluster, normalement, si c'est bien configuré, ils ne verront que le namespace team A, ils ne pourront voir qu'il y ait des jobs que dans le team A. Et la local queue est nommée LQ team A. Okay. Et ici, je pointe sur la cluster queue que j'ai définie au-dessus. Et donc, tous les jobs que je vais envoyer dans la team A ou dans la team B vont être envoyés dans la cluster queue. Pour la local queue, c'est pareil, on a team B, local queue team B, et qui pointe sur la cluster queue. Ok. Et donc, normalement, si je vous montre un petit peu la local queue de team A, donc on a la local queue de team A qui pointe sur la cluster queue, qui n'a pas de batch en attente et qui ne fait pas tourner aujourd'hui de batch. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu, là je me switch de persona, je passe dans le persona utilisateur, et donc là je me mets dans la peau d'un utilisateur de la team A qui veut envoyer un batch. Mon batch il est simple, c'est vraiment un batch de type batch V1, d'accord? Donc c'est pas un nouveau kind, on ne va pas avoir une nouvelle API de type queue avec kind job, c'est vraiment le truc de base de Kubernetes. Par contre, on va jouer avec les metadata. On va l'envoyer ce batch-là dans la team A et on va lui dire merci de pointer vers la local queue. Donc tu vas m'envoyer ce batch-là dans la local queue team A et comme ça pour que Q puisse faire son travail. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que de base, quand on va le démarrer, on va le mettre suspendu. On va mettre suspend égale true. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir Q qui démarre et qui arrête les batchs par lui-même, et non pas que ce soit Kubernetes qui démarre le batch. On va en mettre 3 en parallèle, et on va en avoir besoin de 3 fois. C'est vraiment un batch de base, hein, c'est un batch qui fait un sleep de 30 secondes. Et on va lui demander 500 milli-CPU, 512 mégas de RAM, 512 mégas de stockage. Et normalement, comme on a des quotas dans Q définis, ça devrait être bon. Alors maintenant, si j'applique le batch job et que je regarde ma cluster queue, j'ai bien un unattended workload ici. Ok.
Et si je regarde ma local queue de la team A, j'ai bien un unlimited workload, donc j'ai Q qui a pris en compte le fait que j'ai envoyé un batch. Et si je regarde maintenant le nombre de pattes qui tournent, j'ai bien mon sample job ici qui tourne, 3 en parallèle. Et donc du coup, il n'y a aucun problème. Alors, je me demandais pourquoi j'avais team B ici, c'est parce que mon sample job il est appelé team B, mais il est bien, c'est bien dans la local queue team A qui a été admise. Ok. Donc voilà, donc c'est une petite première démo pour un peu que vous compreniez les concepts de Q, mais pour moi, voilà, c'est pas super intéressant. On pouvait faire ça avant, on n'avait pas besoin de Q pour balancer des jobs, et Kubernetes attendait lui-même la disponibilité des ressources pour pouvoir démarrer les autres jobs. Ce qui est intéressant avec Q, j'en ai parlé un petit peu, c'est l'appréhension, c'est le fait de pouvoir justement récupérer des ressources disponibles et démarrer ou arrêter les jobs en conséquence. Alors ce qui est intéressant dans Q, c'est qu'on a une notion de priorité. On est capable de définir des priorités plus ou moins élevées pour pouvoir démarrer plus ou moins rapidement des jobs. Alors, le principe, c'est toujours du fair sharing. Le concept, c'est quoi? C'est par exemple si vous avez imaginé des batchs de prod et des batchs de dev, de développement, et que vous voulez que les batchs de prod prennent la priorité, vous allez définir des priorités de type prod qui sont beaucoup plus élevées que les priorités de type dev. Et quand on va envoyer des batchs à Q, lui, il va jouer sur les priorités et il va démarrer les batchs de production en priorité. Alors, je vais vous montrer une autre démo là-dessus. Je vais vous montrer une petite démo sur les priorités de type dev et prod. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans mon use case en termes de ma solution, c'était pas dev et prod, hein, ce qui peut être intéressant, c'était plutôt sur de l'inférence versus du training d'IA. Le principe, c'était d'avoir un seul cluster avec des GPU disponibles et d'avoir deux types de batch. Un batch d'inférence qui prend la priorité sur le batch de training. Ok. Si vous avez de l'inférence, donc des utilisateurs qui viennent au fur et à mesure qui ont besoin de GPU, Q va être capable d'arrêter les trainings en cours, de mettre en pause les trainings en cours, de faire de checkpointing de training d'IA, donc de mettre en pause et d'arrêter là où il s'est s'entraîner, et de mettre la priorité sur les inférences. C'est-à-dire qu'on va démarrer plus de jobs d'inférence, et une fois que le pic de charge sera redescendu, de reprendre l'entraînement d'IA. Alors là, je vais vous montrer uniquement avec un type de dev et prod, mais vous voyez le principe. Alors, comment on définit des priorités? Là, j'ai défini une priorité de type dev, ici, qui est une valeur de 100, et qui est définie dans ce qu'on appelle une workload priority class. Ok. Pour le priorité de job, vous voyez que la valeur est beaucoup plus importante, une valeur de 1000, et ça va dire à Q que si on a des jobs qui démarrent avec des prod priority, on va devoir prendre le dessus par rapport à la dev. Je vais définir une nouvelle cluster queue de type priority cluster queue. Là. Alors, à quoi ressemble cette priority cluster queue? On a la même chose, donc c'est une petite cluster queue, best effort. En fait, en gros, j'ai redéfini la cluster queue que j'avais définie avant. La seule chose que je vais ajouter en plus, c'est l'appréhension. Et si on lui dit, dans la cluster queue, tu me préemptes, donc c'est-à-dire que tu m'arrêtes les jobs qui sont plus bas ou plus récents que ce que je t'ai envoyé. Et en termes de politique d'emprunt au niveau des autres cluster queue, tu peux m'emprunter tout ce qui est, tu peux arrêter tout ce qui est plus basse priorité que ce que je t'ai envoyé. Même principe sur le reclaim, c'est-à-dire que la libération des ressources, tu m'arrêtes tout ce qui est plus bas. Tout ce qui est plus bas. Okay. Le reste, ça n'a rien changé, j'ai juste redéfini une stratégie de préemption. Et là, je lui ai envoyé un dev job. Tac, tac, tac. Donc, qui est un dev job avec un parallélisme à 9. Et donc là, je vais lui envoyer le dev job ici, et normalement, il va me démarrer
mes 9 pods. Donc il y en a 1, 2, 3 en running et 6 autres qui attendent. D'accord, ils sont en pending. C'est un dev job qui dure, alors 120 secondes, c'est un peu long, malheureusement, c'est pas grave, qui dure 120 secondes. Et vous allez voir que ici, je vais définir un prod job. Un prod job qui, lui, est... pardon, je ne vous ai pas montré dans le dev job. Hop, ici, je lui ai défini une priority class qui est de type dev priority. Et dans le prod job, je lui ai défini une priority class qui est en prod priority. Et donc, si je lui envoie la prod job, ici, normalement, si vous avez tout bien suivi, il devrait démarrer les jobs de prod. Alors le problème, c'est qu'il ne démarre pas tout de suite les jobs de prod, et j'ai une minute pour vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que, en tout cas, enfin, Q, quand c'est installé et configuré, de base, c'est configuré comme merci de laisser les jobs se finir avant de démarrer des nouveaux jobs. Donc aujourd'hui, ici, j'ai bien envoyé des jobs à ma team A ici, donc j'ai bien mon empty workload, donc c'est mon dev priority, et mon pending workload ici, c'est mon prod priority qui est en attente, puisque Q va attendre de finir les jobs en cours avant de démarrer les autres. Alors vous pouvez configurer, évidemment, reconfigurer la config map de Q pour lui dire si tu as des jobs plus récents, merci de d'arrêter, d'accord, tous les jobs en cours et de démarrer les nouveaux jobs. En fait, on va reconfigurer le config map pour pouvoir écouter des événements. Par exemple, on a des nouveaux jobs qui arrivent et lui dire complètement bah, arrête-moi, donc suspends-moi les jobs qui sont moins prioritaires, démarre-moi les nouveaux jobs prioritaires et comme ça prend le relais. Normalement, j'ai fini de parler et j'ai un petit raté ici, j'ai un job de prod qui n'a pas démarré, mais en tout cas, vous voyez que j'ai deux jobs de prod qui ont démarré avant que d'autres jobs de dev puissent prendre le relais. Donc là, j'ai un job de dev qui s'est faufilé entre les deux. On est sur du best effort. Ça dépend des fois, normalement, soit j'ai mon job de prod qui démarre avant, soit j'ai mon job de dev qui démarre avant. Donc vous voyez que ici, ma prod a bien pris la priorité sur mon job de dev. Donc j'ai toujours mes jobs de dev qui sont en pending. Dès que mes jobs de prod seront finis, normalement j'ai mon job de dev qui va se finir. Alors c'est cool tout ça, moi j'aime beaucoup, parce que là vous voyez que vous avez une espèce de file d'attente native dans Kubernetes. Je vous parle depuis tout à l'heure beaucoup de GPU. Ce qui est intéressant dans la GPU, c'est de pouvoir démarrer des nœuds à la demande. Alors, je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur le cloud, mais aujourd'hui, le cloud, au niveau des GPU, ça coûte cher, ça coûte voire très cher. Il n'y a pas forcément beaucoup de disponibilité. Et donc, du coup, on est un petit peu restreint par rapport à ce qu'on peut avoir. On a introduit une notion de scheduling au sein de Kubernetes, au sein de GKE, qui s'appelle DWS, Dynamic Workload Scheduler. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que DWS va pouvoir démarrer des nœuds par rapport à la charge de travail qu'il y a dans Kubernetes. Le principe, c'est quoi? C'est d'interfacer DWS et Q pour que les deux puissent se parler et que quand on envoie un job avec des GPU, qu'on puisse démarrer des nœuds à la demande. Pour faire ça, on a deux nouvelles notions. Donc on a une notion que j'arrive jamais à dire en anglais qui s'appelle des admission checks. Désolé. Qui lui va permettre de regarder lorsqu'on envoie un job, avant de l'envoyer dans Queue, de voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Typiquement, là, je lui ai demandé de la mission check, de regarder s'il y a besoin d'un GPU, et s'il y a besoin d'un GPU, de regarder s'il y a des nœuds qui sont disponibles. Si les nœuds ne sont pas disponibles, je vais envoyer ça à ce qu'on appelle une provision request config, où je vais demander à l'autoscaler, donc dans Kubernetes, de démarrer les nœuds par rapport au quota que je lui ai demandé. Là, je vais le faire uniquement que sur des GPU, d'accord, et on pourrait le faire sur toutes les ressources qu'on voudrait, hein, CPU, RAM, stockage, pour pouvoir démarrer la demande des nœuds s'il n'y a pas de disponibilité. Du coup, on va voir ça tout de suite avec des WS. Hop, je vais revenir au niveau de mon default pool.
Je vous rappelle, j'ai déjà créé un default pool qui s'appelle NVIDIA T4. Donc le principe, c'est d'avoir des machines qui contiennent des GPU T4. Aujourd'hui, il n'y a pas de nœuds disponibles, d'accord? Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et je peux aller jusqu'à 10 nœuds au total. Hop. Donc dans la petite démo, vous voyez que vous pouvez auto-provisionner un nouveau node pool, ici le type T4. Alors ce qui est intéressant avec GKE, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer les drivers manuellement. On va avoir GKE qui va installer les drivers automatiquement avec un daemon set. Et donc à chaque fois qu'on va avoir un nœud qui va démarrer, on va automatiquement avoir un driver NVIDIA installé. Donc pas besoin de se prendre la tête. Alors, première chose à faire, c'est de déployer l'admission check. Hop. Donc l'admission check, à quoi ça ressemble? On va lui définir le type admission check et on va lui dire quand tu as un admission check qui s'appelle TWS prov, tu vas l'envoyer donc une provisioning request ici qui va s'appeler DWS config. En termes d'admission check ici, on a DWS prov ici qui a été créé, ok. Mais je vous ai dit, on a besoin de pointer sur une provisioning request config que je vais créer tout de suite, qui s'appelle DWS config. Et dans la provisioning request config, ici, on va lui dire qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder tout ce qui est GPU, NVIDIA. Okay, donc ça veut dire que quand tu vas avoir un job qui va demander des GPU, tu vas faire un check, savoir si oui ou non des ressources, des nœuds sont disponibles avec des GPU. Si ce n'est pas disponible, tu vas m'envoyer ça à la provision request config. La provision request config va me l'envoyer au cluster autoscaler pour créer les nœuds nécessaires. Okay. Mes principes ici, on va lui créer un cluster queue DWS. Et là, je me rends compte que je ne sais pas montrer quelque chose, mais je vais vous montrer juste après. Et en gros, bah, c'est un cluster queue d'AWS, d'accord, qui, même principe que tout à l'heure, hein, queuing stratégie, covered resource, même quota. Par contre, le principe, c'est ici qu'on a un admission check, donc on a un check avant l'envoi des ressources qui s'appelle DWS prov, qui va me regarder si oui ou non mes ressources sont disponibles. Hop. Si je vous montre la cluster queue, ici, on a bien DWS cluster queue, pending workload à 0. Le seul truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est dans un autre pool, pour activer DWS, on a juste un flag ici qui s'appelle Enable Queued Provisioning, qui lui va justement attendre qu'il y ait des ressources à créer, enfin qu'il y ait des workloads envoyés pour créer des ressources. Okay, c'est le petit flag, c'est comme ça qu'on active DWS. Du coup, on a créé la cluster queue, on va créer une local queue DWS qui va pointer sur la cluster queue. Donc la local queue, elle pointe bien sur la cluster queue. DWS local queue, ici, elle pointe bien sur la cluster queue. Ok. Et maintenant, je reviens dans mon persona utilisateur, et là, je vais lui envoyer un DWS batch job. Alors ça prend un petit peu de temps, ça prend à peu près 2-3 minutes le temps de créer des ressources. Du coup, je vais pouvoir un petit peu blablater. En gros, ici, donc j'ai créé un sample job, dans le namespace default, là vous voyez ma DWS local queue. Je lui ai noté en provisioning request, merci d'attendre 1 heure, voir si les ressources sont disponibles, avant de tomber en erreur. J'en ai démarré avec une seule. Par contre, je lui dis ici pas mal de choses. Je lui dis, tu me l'envoies sur le node pool qui s'appelle NVIDIA T4S. Ok, et tu m'envoies ça au niveau de NVIDIA. Et là, je lui ai demandé d'avoir un GPU. Ok, donc je veux que ce job-là tourne sur une machine qui a un GPU. Ok. Normalement, si je vous décris le job sample ici, j'ai un petit message d'erreur qui me dit j'ai pas de ressources disponibles pour pouvoir démarrer le job. Donc, j'ai demandé à DWS prov et j'attends les ressources. Okay.
Si je regarde les provisioning requests, donc j'ai bien mon job sample job ici, qui a été accepté, mais qui n'a pas encore été provisionné. Ok. En backstage, derrière, là, ce qui se passe, c'est que on a bien envoyé un job à la local queue, qui l'a envoyé à la cluster queue, qui a fait ses submission check, qui a vu qu'il n'y a pas assez de ressources, qui a envoyé une demande de provisioning au cluster autoscaler. Et donc, du coup, normalement, j'ai mon NVIDIA T4S qui est en train de se créer ici. Tac, 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 tac. Au niveau des nœuds. Donc, il est bien en train de créer l'instance de 0 vers 1. Ça prend un petit peu de temps. Donc, normalement, si je vous montre un petit peu les nœuds, j'ai bien mes 3 nœuds par défaut ici. Et pour l'instant, j'ai Kubernetes qui est en train de me créer mon T4 pour pouvoir me démarrer mon job. Ok. 2 minutes 20, donc normalement ça devrait pas tarder, J'ai bien mon job qui est en attente. C'est là où je dois jouer les claquettes pendant à peu près 3 minutes, le temps que ça démarre. Mais en tout cas, j'ai mon simple job qui est toujours en pending. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mon GKE qui est en train de me créer ma machine T4 et je dois attendre un petit peu. Voilà, ma machine T4 a été créée ici. GKE démo NVIDIA T4S depuis 6 secondes. Si je regarde mon pod, il est toujours en pending, il ne devrait pas tarder à démarrer. Job resumed ici, donc created pod, etc., etc. Donc il est en train d'être démarré. Pourquoi il est en pending? Bonne question, mais en tout cas, donc j'ai ma provisioning request qui a été faite. Donc elle a été provisionnée. J'ai bien ma ressource ici au niveau des nœuds. Donc j'ai bien un nœud ici qui a été provisionné. Et normalement j'ai mon job qui devrait démarrer. Alors un pending, pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon. En tout cas, tout a été créé. Et vous voyez qu'avec DWS, QDWS, vous êtes capable de manager des ressources qui sont de type GPU. Et donc on est entre guillemets au plus proche de la consommation, puisqu'on peut créer juste à la demande des GPU. Et on peut coupler ça avec des spots instances. Par exemple, si vous avez des batchs qui doivent tourner la nuit avec des GPU, vous êtes capable de démarrer ça et d'avoir des ressources qui sont extrêmement efficaces en termes de résolution, en termes de coût aussi. Ça c'est cool. Deux, trois dernières choses dont je voulais vous parler. Ça m'arrive aussi d'avoir des clusters, des ressources qui sont disponibles que dans certains pays. Par exemple, au niveau des US, généralement, ils sont un petit peu en avance au niveau de l'Europe. Et donc, on a des ressources de type CPU qui sont d'abord disponibles aux US, avant d'être disponibles en Europe. Voire, on doit avoir des entraînements d'IA qui ne sont disponibles uniquement qu'en Europe ou qu'en France. Je pense notamment à la GDPR, à la RGPD, où on ne peut pas entraîner des IA sur des données qui ne peuvent pas sortir de France. Donc on va devoir restreindre l'entraînement d'IA uniquement sur des régions disponibles. Et c'est là où MultiQ arrive en place. Alors MultiQ, c'est quoi? On ne voit pas très très bien sur l'image, mais en gros, on a un cluster qui s'appelle le manager, qui a MultiQ d'installer, et qui a le même principe, hein, des local queues, des cluster queues, des admission check ici, mais de type MultiQ config. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer les workloads sur des clusters qui sont de type worker. Imaginez un worker aux US et un worker en France. Si on lui dit, bah, envoie-moi des ressources uniquement sur des clusters en France parce que j'ai le DPR, vous êtes capable de faire ça avec MultiQ. Autre chose aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Q, on est capable d'avoir une topologie interne du cluster. Je m'explique. Quand on fait de l'entraînement d'IA, le point de blocage, le truc le plus chiant, c'est le réseau. Si vous avez, par exemple, des nœuds
qui sont dans un data center sur des zones différentes, très très longues, avec du réseau au milieu qui n'est pas très performant, l'entraînement d'IA va être très long parce qu'il va falloir avoir des échanges de données entre les différents nœuds avec du réseau. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'entraînement sur, par exemple, la même armoire physique, en tout cas dans le même rack, pour qu'on puisse bénéficier du réseau du rack qui est beaucoup plus performant que du réseau qui peut être entre différents racks. Et donc, Q, on a ce qu'on appelle une topologie aware scheduling, où on va définir, ben voilà, tel nœud est dans le rack C1, D1, tel nœud est dans le rack C1, D2, tel nœud est dans le rack C1, D3, etc. Et on va être capable de justement envoyer les workloads sur des racks qui sont, enfin sur des nœuds qui sont dans le même rack. Alors à quoi ça ressemble tout ça? On a des topologies. Alors je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là-dedans, bougez pas, que je vous montre. Hop là. Donc on a des topologies ici. Je vais créer. Hop. Hop là, un nouveau fichier, task topology.yaml. Donc une topologie qui est de type, voilà, tu vas me créer une topologie qui s'appelle default et qui va avoir des labels, enfin on va devoir mettre des labels de type topology block, topology rack et hostname. On va définir au niveau des nœuds, bah, dans quel bloc du rack il est, dans quel rack est ce nœud-là, pour qu'on puisse regrouper l'entraînement au même niveau. Une fois qu'on a défini les topologies, on va définir des flavors, ici. Alors, même principe, tac, task flavor.yaml. Hop là. Donc, on va aller définir une flavor de type task flavor, ici, et on va le mettre dans un autre groupe qui s'appelle task non-group, et qui va pointer sur la topology name default. Donc, ça veut dire que vous commencez à voir qu'on va commencer à définir une topologie complète de mon cluster et où se trouve mon cluster. Et enfin, on va lui définir une task cluster queue.yaml. Même principe, on va lui définir une cluster queue ici et on va lui définir les flavors de type task flavor avec le CPU sans CPU et mémoire sans mémoire. Donc en gros, on est capable de définir une topologie complète pour tout ce qui est batch et tout ce qui est entraînement beaucoup plus efficace. Nous, notre côté Google, on a ce qu'on appelle du compact placement, où on met principe, on va avoir des clusters qui vont être le plus proche au niveau des nœuds que possible pour pouvoir bénéficier du réseau inter-rack et non pas du réseau qu'on peut avoir au niveau des fibres. La dernière chose dont je voulais vous parler au niveau des entraînements d'IA, c'est que Q supporte pas mal de choses. Typiquement, il supporte Kubeflow, qui est un autre framework d'entraînement, donc de training operator. On va pouvoir supporter pas mal de choses, de type des TF jobs par exemple, ou des PyTorch jobs, qui sont TensorFlow jobs, PyTorch aussi pour l'entraînement d'IA, qui va nous permettre de définir beaucoup plus simplement des jobs d'entraînement plutôt que d'avoir à s'embêter à savoir dans quel nœud je vais, où est mon workload, où est mon worker, où est mon manager. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on supporte MPI. MPI qui est un format d'échange quand on fait du HPC. Et on est capable potentiellement d'avoir des clusters GKE qui vont pouvoir faire du HPC en tirant parti de tout ce qui est best practice au niveau du cube et aussi au niveau de tout ce qui est HPC qui est un monde très particulier. Alors à quoi ça ressemble tout ça? Tac tac tac. Si je vous montre la cheat sheet, je vais vous montrer déjà la config map de Q. Hop, que vous pouvez modifier. Typiquement, donc c'est toutes les options de Q. Ok. Vous voyez donc tout ce qui est webhook, leader election, ça on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est que on est capable d'avoir l'intégration de frameworks de type, comme je vous l'ai dit, un NPI job,
PyTorch, TFJob ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est ceux qui font de l'IA. On a l'intégration avec tout ce qui est Ray Cluster, Ray Job, et vous êtes capable d'intégrer tout ça automatiquement. Et vous avez toutes les ressources, typiquement de fair sharing, d'admission de fair sharing dont je vous parlais tout à l'heure, que vous pouvez reconfigurer. Ça, c'est la première chose. Je vais redescendre juste ça. Hop là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir appliquer sur le cluster un training opérateur. Donc en gros, là, je lui applique typiquement donc, la Custom Resource Definition de Kubeflow. Donc on va lui définir des jobs de type TFJob, de type MPIJob, de type PyTorchJob, etc. Et on va venir s'interfacer ça avec Q. Évidemment, je n'ai pas les YAML disponibles, donc je vais créer ici training cluster q.yaml. Donc ici, je vais lui définir une cluster Q de type training cluster. Hop, tac. Training cluster. Je vais définir ma local queue ici. Hop là, pardon. Training local queue.yaml. Hop, qui va pointer sur ma cluster queue. Training local queue, comment ça? Je vais l'appeler. Training local queue.yaml. Ah, un espèce training not found. Kubectl create ns training, voilà. Hop là. Et enfin, je vais lui définir mon job, tfjob ici, .yaml, et ça va être un job de type, tfjob. Alors le type tfjob ici, c'est défini dans Kubeflow, c'est un TensorFlow job, où je vais lui dire, voilà, j'ai mon réplica 7PS, donc ça c'est le principal server à 1, et ici j'ai des workers à 2. Donc j'aurai un serveur principal et 2 workers qui vont faire l'entraînement. Et ici, c'est pour m'entraîner un job de mlist. Le mlist, c'est la détection des nombres de 0 à 9. Donc c'est un petit job d'entraînement. Et vous voyez qu'ici, je vais demander à Q de me pointer sur la training local queue. Et normalement, si je fais un kubectl apply-f tfjob, j'ai mon TensorFlow dist mlist qui a été créé. Si je fais un kubectl getPod dans le namespace training, voilà. Donc j'ai mon TensorFlow dist mlist qui a été créé, ici PS0, worker 0, worker 1. Et normalement, j'ai mon entraînement, ça prend un petit peu de temps, j'ai mon entraînement qui va être fait. Et si je regarde ma local queue, kubectl get local queue, dans le namespace training, ici, j'ai bien mon limited workload de mon tfjob ici qui a été créé. Et normalement, je ferme les pods. Ça prend un petit peu de temps à créer, mais j'ai les pods qui vont tourner. Moi, je trouve ça super intéressant en termes d'entraînement, puisque typiquement, je n'ai pas à gérer tout ce qui est TensorFlow, tout ce qui est topologie TensorFlow. J'envoie ça à Q va se débrouiller. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez imaginer aussi que dans la local queue, dans la cluster queue, on peut mettre un admission check ici qui va pointer sur le cluster autoscaler et démarrer les GPU quand nécessaire. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur Q. Je pense qu'il nous reste à peu près 8 minutes, 10 minutes de questions. Je ne sais pas si Thomas, toi, tu en as eu de ton côté sur LinkedIn ou pas. Non, pas de questions pendant la présentation. Donc c'est le moment. Merci Laurent en tout cas pour ce live, pour cette presse. Merci à toi, merci à vous d'avoir vu ce live-là. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai plein de questions.
Si vous n'avez pas de questions ou en attendant les questions, si vous allez sur mon GitHub, Laurent Grangeot, et que vous voulez vous amuser avec tout ce que je vous ai montré, vous avez un petit repo avec tous les YAML que je vous ai montré, le cheat sheet ici, que je redonne en README, avec toutes les commandes. Et vous avez exactement la même chose que je vous ai montré. Donc voilà. Hop là. Je sais pas, t'as une question toi Thomas? Non, il n'y a rien qui me vient là, tu me prends de court. Je sais pas s'il y a des questions ou pas. Ouais, je regarde en même temps en parallèle là sur LinkedIn où est-ce qu'on en est. Donc en effet, c'est passé. Et est-ce que j'aurais loupé des messages qui seraient pas remontés dans StreamYard? Je ne crois pas. Donc non, je pense que c'était très clair et du coup, tu n'as suscité aucune question. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Ah, 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 Merci ah, à. ah. Attends, Ah, attends, attends. ah, il y a une question. Dans Q, si on fait une mise à jour d'un job, comment doit-on gérer les versions de job précédentes pour ne pas perdre les données? Alors, un job, c'est quelque chose qui tourne pour un certain temps. En gros, quand le job est fini, bah, le job est fini, hein, il y a plus rien. Donc, soit on a mis à jour les données dans un mock-up GCS, par exemple, soit on a mis à jour les données, on a entraîné un modèle, quoi que ce soit. Donc, si on met à jour un job, dans le sens où si on a des nouvelles choses dans le job, on va réappliquer le job pour pouvoir soit réentraîner un nouveau modèle, soit mettre à jour des données. Euh, Mais non, il y a pas de notion de on applique un job, ça tourne et ça reste à tourner. Si je reviens hop, sur mon, sur ma démo, normalement, au niveau des pods de ma team A, donc tu vois qu'au niveau des pods de ma team A, tout est fini, donc le job est terminé. Par contre, pour mettre à jour les autres composants évoqués, là, on met à jour typiquement directement soit Q, si on a une nouvelle version de Q, soit le cube opérateur. Et du coup, si on doit mettre à jour les clusters Q et le CalQ, je vous l'ai montré tout à l'heure aussi, tac tac tac, je sais plus dans lequel, pas dans le DWS, dans le Priority Cluster Q. Voilà, dans le Priority Cluster Q, on a redéfini Cluster Q, donc on a mis à jour la queue pour mettre en place Preemption, et la queue a été reconfigurée, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que ça répond à ta question, Julien. Oui, également pour les autres composants. Tu m'entends C'est toujours? ce que j'ai dit tout à l'heure, là, c'est s'il y a de nouvelles versions de Q, de Cube Opérateur ou une nouvelle version de Cube, on peut mettre à jour automatiquement et ça, il n'y aura pas de perte de données là-dessus. Très bien. Bah, écoute, il n'y a pas d'autres questions qui sont venues entre-temps. Nickel. Nicolas et Karl te remercie pour la présentation. Je te remercie aussi également. Et puis, bah, au plaisir de se retrouver pour un autre live dans les mois à venir. Merci beaucoup, passez une bonne journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, et au plaisir, Thomas, il n'y a pas de souci. Ça marche, merci. Bonne journée. Salut. Bonne journée à tous.